messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. La pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an dans le monde. Cette information est de l'Organisation mondiale de la santé. Concrètement, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, régions les plus touchées, 9 habitants sur 10 respirent quotidiennement un air trop chargé de particules fines. L'Afrique n'est pas en reste. Elle enregistre 1 million de victimes par an. Au large du Mali, première mission jugée satisfaisante pour les 2 pilotes français qui ont décidé de repérer les navires en perdition. Benoît Mikolo et José Benavente ont investi toutes leurs économies pour acquérir un avion afin de sauver les migrants. Dans cette édition d'un tour dans le monde, un mot sur les leçons de la mort de Muammar Kadhafi. Ce sera avec le docteur Hugues-François Onana. Voilà pour la vitrine. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. L'Arménie s'est-elle trouvé un nouveau chef de gouvernement? Mardi dernier, le Parlement avait rejeté la candidature de Nikol Pachinian, le seul candidat en liste pour le poste de chef de gouvernement. De ce fait, le Parlement va procéder mardi prochain à un nouveau vote. Si les parlementaires n'arrivent toujours pas à désigner un chef de gouvernement, le Parlement sera dissous et les élections législatives seront anticipées. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. Ouvrons justement cette mouture internationale avec la crise politique en Arménie qui a connu un temps de répit après des semaines de manifestations des rues. L'opposant Nikol Pachinian a appelé les Arméniens à cesser la protestation, assurant avoir obtenu le soutien de l'ensemble du Parlement pour son élection au poste de Premier ministre. Cette élection est annoncée le 8 mai prochain. Après l'annonce mercredi de la fin de ses activités lancées en juillet 1959, le mouvement indépendantiste basque ETA a achevé vendredi son processus de dissolution. C'était au cours d'une conférence aux allures d'une cérémonie d'adieu à Cambo-les-Bains, territoire basque français. Plusieurs personnalités ont boudé l'invitation. Plus de 800 000 morts sont en effet imputés à cette organisation qui, à coup d'enlèvements et d'attentats, a tenté sans succès d'obtenir l'indépendance du Pays basque. Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 3 jours à 5 mois de son référendum d'autodétermination. Situé à 16 000 km de Paris, cet archipel français de l'océan Pacifique est célèbre pour ses plages paradisiaques et ses réserves de nickel. Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre dans cette île surnommée le Caillou, théâtre d'affrontements meurtriers il y a 30 ans entre les militants indépendantistes et les soldats français. Élections législatives de dimanche 6 mai au Liban, les grandes familles dominent toujours la scène politique, même si de nouveaux visages battent campagne. Le Premier ministre Saad Hariri est à la tête du courant du futur, qui présente 37 candidats, dont lui-même. Ces élections sont capitales pour le pays car il s'agit des premières législatives depuis 2009. En diplomatie plus proche de nous en Afrique, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré jeudi au cours d'une conférence de presse à Khartoum au Soudan que le méga barrage controversé que construit son pays sur le Nil ne va pas affecter l'approvisionnement de l'Égypte en eau. Le pays de Pharaon dépend presque entièrement du Nil pour son eau potable et son irrigation. Le barrage de la Renaissance dont il est question est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Après s'être opposé à ce projet éthiopien, le Soudan le soutient désormais. Le ministre libyen de l'Intérieur a dénoncé en semaine un acte lâche
À la suite d'un attentat suicide contre le siège de la commission électorale à Tripoli, tuant 12 personnes. Cette tragédie survient au moment même où la communauté internationale appelle de tous ses voeux à l'organisation des élections pour sortir la Libye de l'anarchie. À Madagascar, l'armée et la police ont mis en demeure en semaine le gouvernement et l'opposition de trouver dans de brefs délais une issue à la crise qui agite le pays. C'est un mercredi, 12e jour des manifestations qui perturbent l'ordre public et la circulation à Antananarivo, la capitale. Les manifestants réclament le départ du président Rajoelina Rimampianina. Coopération bilatérale Chine-Japon, un signe d'apaisement. Le ministre des Affaires étrangères chinois a effectué récemment une visite de 3 jours au Japon. Les deux voisins qui entretenaient jusque-là des relations très tendues ont renoué avec le dialogue économique qui était suspendu pendant 8 ans. Désormais, la Chine et le Japon ont des combats communs. Sur le rapprochement stratégique Chine-Japon, le regard du docteur Noé Serge Bilebel Noé. Les rapports entre la Chine et le Japon s'inscrivent dans un processus de normalisation des rapports entre les deux États. Il faut savoir que sur le plan historique, les deux États ont toujours entretenu des relations en temps de scie, caractérisées par une rivalité cachée, on peut dire. Mais de nos jours, le Japon et la Chine décident de revenir ensemble. Et c'est une grande première parce que ça fait 7 ans pratiquement, depuis le 16 avril, qu'un membre de la diplomatie chinoise n'avait pas mis pied sur le sol japonais. Donc c'est véritablement une grande première. Il faut savoir que ce rapprochement s'inscrit aussi dans la perspective des rapports avec le grand allié industriel américain. Nous connaissons tous la position du président Donald Trump, qui est véritablement favorable à une vision protectionniste des États-Unis, qui privilégie la consommation locale et la domination des États-Unis sur le marché mondial. Ce qui, évidemment, amène la Chine et le Japon, qui sont les 2e et 3e puissances économiques mondiales, à s'interroger et à susciter un rapprochement régional. D'une part, la Chine a besoin du Japon. D'autre part, le Japon a besoin de la Chine. La Chine a besoin du Japon. Pourquoi? Parce que la Chine connaît très bien l'alliance que le Japon a avec les États-Unis, les rapports que Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, a avec Donald Trump. Et la Chine espère, par une coopération régionale, à travers le Japon, permettre effectivement aux États-Unis de pouvoir baisser la garde et ne pas entamer une guerre, un conflit commercial, n'est-ce pas, sur le plan mondial. Donc la Chine a besoin du Japon dans ses rapports avec les États-Unis. Le Japon a besoin de la Chine aussi, parce que la Chine, c'est un géant sur le plan économique et c'est un géant asiatique. Et le Japon a une approche régionale. Notamment, le Japon voudrait fédérer non seulement la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud aussi, mais aussi les 4 dragons. Donc, le Japon a besoin de cette alliance régionale pour assurer son leadership autant que possible. Avec l'environnement géopolitique qui est de nos jours favorable à un réchauffement des rapports entre puissances et aussi la baisse de garde de la Corée du Nord qui est effectivement favorable à un dialogue, nous pouvons espérer que le Japon et la Chine pourront trouver un terrain d'attente et permettre aux États-Unis effectivement de ne pas déclencher une guerre commerciale qui pourra permettre d'ébranler l'économie mondiale. Sur le printemps libyen, on n'a pas encore assez dit sur les leçons à tirer de la mort de Kadhafi qui s'apparente à une victoire posthume. Pour évoquer les enseignements issus de la mort de Kadhafi, je reçois le docteur Hugues-François Onana, sociopolitiste et enseignant dans plusieurs grandes écoles et institutions universitaires. Bonjour, docteur.
Bonjour, madame. Parmi vos nombreuses casquettes, rappelons que vous êtes journaliste et écrivain, que vous scrutez de près l'actualité internationale et que vous venez également de commettre cet ouvrage intitulé « Printemps libyen, la victoire posthume de Mouammar Kadhafi ». On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet qui résiste à l'usure du temps. Merci infiniment pour cette question qui va me permettre d'éclairer l'opinion sur les motivations profondes qui m'ont amené à prendre une fois de plus la plume pour m'exprimer sur un sujet qui n'est pas un sujet camerouno-camerounais. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord parce que le journaliste, comme vous le savez, c'est l'historien de l'instant. Alors quand ma casquette de journaliste se double de celle de sociopolitiste, alors on est là en plein dans la raison fondamentale qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Et vous n'êtes pas sans savoir que les faits qui nous sont généralement relatés par les autres, entre guillemets, sont relatés selon leur position, selon leur regard. Effectivement, selon leurs canons et selon leurs intérêts. À des faits. L'une des raisons aussi qui m'ont amené à écrire, c'est que on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de prises de position sur l'intervention de l'OTAN en Libye, sur le leader de la Jamaïria, Mouammar el-Kadhafi lui-même. Des informations qui ne sont pas toutes vraies et qui peuvent justifier le titre d'un ouvrage de Serge Tchakoutine, à savoir le viol des foules par la propagande politique. Alors c'est pour faire barrage à ce viol des foules que vous par avez la propagande politique que j'ai voulu apporter ma modeste contribution, afin que dans la foule des informations données, qu'il y ait quand même une information donnée par un Camerounais, par un Africain, et que cette information-là pèse d'un certain poids, aussi minime soit-il. Avant vous, il y a eu le professeur Emmanuel Pondy qui a écrit justement une année après sa mort sur Vie et mort de Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique. Tout à fait, le professeur Jean-Emmanuel Pondy est l'une des personnes qui m'ont inspiré. Vous savez d'ailleurs que c'est mon maître, c'est lui qui essaie de superviser tous mes travaux que je fais ses travaux de recherche et tout. Même ce livre, il a été adoubé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, même s'il ne l'a pas préfacé, mais je crois que je l'ai consulté et j'ai puisé abondamment aussi dans son immense sagesse et dans l'ouvrage auquel vous faites référence. Avant d'accéder à la magistrature suprême, qui était Mouammar Kadhafi? Oui, Mouammar el-Kadhafi, c'est un bédouin de la tribu des Gous et de la tribu des Gaddafa. Il est né là d'une famille de bédouins et il est le seul garçon d'une fratrie de 4 enfants. Il a fait également une école militaire. À un certain âge, il a été envoyé en Grande-Bretagne pour peaufiner, pour parachever ses études dans le domaine militaire. Il est donc rentré avec le grade de lieutenant. Et il a été promu capitaine quelques temps après. Et puis, il a été rétrogradé pour des problèmes disciplinaires. Voilà ce qu'était Kadhafi. Rappelons donc dans la nuit du 31 août 1969, Kadhafi et 11 autres officiers déposent le roi Idriss et c'est ainsi que la dynastie des Sanoussi fait face à la révolution. Et bienvenue à la Jamaïria qui a donné satisfaction, il faut le dire, aux Libyens. Tout à fait. Le souverain libyen, le roi Idriss Ier, était absent du pays, donc il avait prévu, à cause de sa maladie, il avait prévu céder, abdiquer au profit de son neveu. Ayant eu vent de ce projet du roi Idriss, les officiers réunis au sein du conseil de commandement de la révolution et autour de celui qui était encore le capitaine Kadhafi, alors ils ont décidé simplement de déposer, d'anticiper sur le projet du roi Idriss
qui était donc d'abdiquer au profit de son neveu. Et c'est comme ça qu'ils mettent fin à la dynastie. C'est comme ça donc qu'ils ont, par un coup d'État, sans effusion de sang, ils se sont emparés du pouvoir dans la nuit du 31 août au 1er septembre et ils ont déclaré, ils ont déposé le roi, ils ont changé la nature du régime, la monarchie a été abolie et la révolution a été proclamée et Mouammar el-Kadhafi était le porte-parole de la junte militaire ayant donc renversé le roi Idriss. Dans votre ouvrage, docteur, vous avez longuement épilogué sur les supports théoriques de la révolution. Pour vous, est-ce que c'est très important de comprendre la doctrine de Kadhafi pour connaître l'homme d'État qu'il fut? Si vous ne connaissez pas la doctrine de Kadhafi, vous ne pouvez pas connaître ce qu'a été la révolution, vous ne pouvez pas connaître ce qu'a été Kadhafi lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple? Qu'est-ce qu'il a fait et même pourquoi on l'a tué. Justement, il est important de revenir sur les fondements théoriques et même les aspects pratiques de la révolution libyenne. Cette doctrine, c'est d'abord l'avènement de l'état des masses, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et puis... Cela signifie que c'est la démocratie, parce que c'est la définition la démocratie, classique de mais la démocratie directe. Les gens s'alignent derrière un individu qu'ils retiennent comme leur représentant pour mener telle ou telle activité, pour remplir telle ou telle mission. Alors, je crois que la République des masses que Kadhafi voulait mettre en œuvre, et qu'il a d'ailleurs mise en œuvre pendant une quarantaine d'années, cette République-là s'oppose aux deux types de régimes qui avaient cours à l'époque et qui ont cours dans le monde arabe, dans le monde entier. C'est-à-dire, ce que Kadhafi a mis en place, c'est ce qu'il a lui-même appelé la troisième théorie universelle. C'est-à-dire une troisième théorie qui s'affirme à côté du capitalisme et à côté du communisme. Il faut aussi reconnaître que Kadhafi n'était pas un homme de cœur. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a passé 40 ans au pouvoir. Cela signifie qu'il a certainement éliminé politiquement tout au moins l'opposition. Mais reconnaissons qu'à la fin, le peuple profond ne se plaignait pas, trouvait satisfaction. Effectivement, moi, je n'ai jamais dit, même dans cet ouvrage, que Kadhafi était un saint, parce que pour consolider son pouvoir, il a fallu qu'il prenne des décisions fortes. Des décisions fortes. Certains étaient attentatoires à la démocratie, d'autres étaient contraires aux droits de l'homme. C'est vrai. Simplement, il apparaît que dans la mise en œuvre de sa politique, il est allé dans le sens des aspirations populaires unanimes. Il a transformé la Libye d'un pays quelconque en une puissance régionale et même une puissance mondiale, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'au moment où Kadhafi quitte la scène, assassiné par des prédateurs qui se cachent derrière certaines dénominations, derrière certaines idéologies, au moment où il quitte la scène, la Libye était l'État le moins endetté dans le monde. Les Libyens n'étaient même pas endettés. C'était le numéro 1 mondial des pays, mais on ne l'a pas suffisamment affirmé, on ne l'a pas suffisamment dit. Alors, si vous voulez savoir pourquoi le peuple libyen, dans son immense majorité, adulait son leader, vous n'avez qu'à aller en Libye. Vous n'avez qu'à constater que les réalisations qui ont été faites dans ce pays n'ont rien à voir avec ce qui se passe généralement en Afrique. La Libye est devenue un modèle sur le plan des infrastructures, infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. La Libye était le modèle. Et on pouvait comparer ce pays sur le plan des infrastructures à l'Amérique, à l'Europe,
J'aimerais que l'on s'attarde un peu sur les correspondances déclassifiées d'Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire d'État. Selon ces correspondances, on se rend compte que la création d'une nouvelle monnaie unique en Afrique serait la véritable cause de l'intervention française en Libye. Tout à fait. Ce n'est pas la seule raison. L'une des raisons pour lesquelles le colonel Kadhafi a été assassiné, c'est parce qu'il a entrepris un certain nombre de choses dans le sens de l'autonomisation de l'Afrique. Je souligne le mot autonomisation au crayon rouge, parce que la Banque centrale, la création d'une monnaie africaine à laquelle vous faites allusion, était l'un de ces projets. À côté d'un autre projet qui était la création d'une banque centrale africaine, à côté d'un autre projet qui était la création du Fonds monétaire africain. Vous savez que le Fonds monétaire africain devait avoir pour siège Yaoundé, et on avait déjà pressenti un de nos compatriotes, le ministre Ngankou, pour présider aux destinées de ce Fonds monétaire africain. Malheureusement, ce Fonds monétaire n'a pas plus l'existence, c'est-à-dire la naissance de cette structure financière internationale n'a pas plu à ceux qui ont seigneuré sur la cité, aux architectes du monde, parce qu'on veut toujours que l'Afrique aille pleurnicher au FMI, à la Banque mondiale, que les Africains aillent supplier les Français, les Américains, les Anglais, les Allemands, alors que l'Afrique est immensément riche. Et je crois que dans une certaine mesure et sous certains aspects, ce sont ces personnes-là qui doivent venir s'agenouiller devant nous, parce que nous avons une immense richesse dans notre sous-sol. Nous avons des potentialités, mais qu'il faudrait transformer en richesse. Et Kadhafi a eu le malheur de transformer ces potentialités en richesse. Il a restitué son pétrole et ses richesses aux Libyens, et c'est là son malheur. Donc, bon, il y avait cet aspect sur le plan monétaire. Il y avait avant cela la création de ce qu'on appelle le satellite africain de communication de Rascom. Vous savez que avant, lorsque l'Afrique, vous, Madame Babé, vouliez communiquer, appeler votre conjoint qui se trouve à Douala, cette communication passait d'abord par Paris. Et si vous vouliez appeler quelqu'un à Bamenda, ça passait par Londres. Et Kadhafi a dit à ses pairs africains que cela n'est pas possible. Nous avons loué le satellite à ces gens-là, auprès de ces gens-là pendant depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, et que le moment était venu pour que l'Afrique ait son propre satellite. Les gens ont régimbé un peu, arguant que le satellite coûterait très cher, c'est-à-dire quelque chose comme 500 millions de dollars, et Kadhafi a dit non, vous dites que c'est cher, on loue ça par an à ce prix-là, mais si vous voyez bien, pour que nous ayons ce satellite, c'est le prix de la location d'une seule année. Et si nous créons notre propre satellite, nous allons beaucoup gagner. À vous écouter, docteur, vous confirmez donc que Kadhafi est mort aujourd'hui parce qu'il a voulu autonomiser l'Afrique. Mais ôter la vie à un homme d'État, c'est quand même un échec pour la démocratie. Oui, c'est un échec pour la démocratie, surtout à nos censeurs, à nos moralistes, à nos donneurs de leçons. L'un de ces donneurs de leçons, que je cite, le président Nicolas Sarkozy, a été celui-là qui a pillé la Libye, qui a pris 32,5 milliards de francs CFA pour sa campagne électorale de 2007. Si, cela a été confirmé par Mediapart. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles il a été abattu, c'est pour que Kadhafi ne témoigne pas, qu'il n'apporte pas les preuves. Et malgré l'assassinat du colonel Muammar el-Kadhafi, il faudrait que les dirigeants africains, par exemple, prennent à bras le corps ce problème et mettent fin à cette exploitation le peuple africain, en son temps, avait décrié l'absence de réaction de la part de l'Union africaine. Est-ce que, par rapport à l'assassinat de Kadhafi, bien sûr, est-ce que l'Union africaine, selon vous, a tiré les leçons d'une tragédie pareille? Est-ce qu'elle s'est fait désormais chorus pour des causes communes? Bon, je voudrais d'abord déplorer le fait que l'Union africaine n'ait pas véritablement protesté et n'ait pas
réagi de manière suffisamment vigoureuse pour montrer que ce qui a été fait est inadmissible. La preuve, c'est qu'au sommet qui suivait la mort de Kadhafi, il n'y a même pas eu une minute de silence qui a été observée en sa mémoire. Je pense qu'on doit prendre... Aujourd'hui, c'est Kadhafi. Je dois d'ailleurs souligner que le plan de l'OTAN et le plan de certains impérialistes, de certains colonialistes attardés, n'était pas de s'arrêter à Tripoli. C'était de continuer. Je pense qu'on a assez trompé l'Afrique comme ça. Il faudrait que les dirigeants africains prennent conscience de leur situation et maintenant essayent de tirer les leçons de ce qui est arrivé en Libye. Parce que ce qui est arrivé en Libye peut arriver dans n'importe quel autre pays de l'Afrique et il ne faut pas autoriser que cet exemple libyen fasse tache d'huile. Et pour qu'il ne fasse pas tache d'huile, il faut que les dirigeants africains fassent chorus, qu'ils fassent un front commun, qu'ils essayent de résoudre leurs problèmes. Et si Kadhafi, comme vous le soulignez tantôt, a été tué parce qu'il voulait une monnaie africaine, je pense que les Africains doivent aussi le comprendre. Il y a beaucoup de tergiversations autour de telle ou telle monnaie. Moi, je ne parle pas de franc CFA, je ne parle pas de... Je dis qu'il faut une monnaie africaine. Et cette monnaie africaine ne peut pas s'appeler le franc CFA. Docteur Hugues François Onana, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Françoise, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre très belle émission. Merci. Un tour dans le monde. Point final de votre attention. Merci. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, excellent week-end à tous.